sort d'une saison quasi parfaite avec le titre de champion du monde WEC en catégorie hypercar, une saison dans la suite logique de ses précédentes campagnes sous la bannière de la marque Porsche, qu'il avait vu notamment s'imposer aux 24 heures de Spa ou aux 24 heures du Nürburgring. Notre premier invité pour cette nouvelle saison, on peut la considérer comme ça, de notre podcast Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, et vous l'avez sans doute reconnu, Kevin Estre qui a été élu par vous, auditeurs et lecteurs d'Endurance Info, comme pilote de l'année 2024 et également pilote français de l'année 2024. Et c'est avec lui que nous allons revenir un petit peu sur cette saison écoulée et parler forcément un petit peu de la saison à venir. Bonsoir Kevin, et merci d'être avec Laurent et moi-même pour débriefer un petit peu cette saison forcément particulière pour toi. Ouais, bonsoir. Merci de m'inviter. Merci d'avoir fait ce vote et merci aux auditeurs d'avoir voté pour moi pour la saison 2024. C'est un peu spécial d'avoir la reconnaissance des fans, en plus de la reconnaissance, on va dire, du milieu, de tes pairs, que ce soit les pilotes, les équipes, les managers d'équipe. C'est quelque chose de spécial pour un pilote d'avoir comme ça la considération des spectateurs, on va dire. Ouais, c'est spécial et c'est là où on voit un peu la résonance de la catégorie Hypercar par rapport au GT, par exemple, parce que j'étais un pilote GT jusqu'à il y a 2 ans et maintenant, on va dire que je suis Hypercar et GT. Et j'ai déjà gagné le championnat du monde avec Michael Christensen en 2018-2019 avec une saison qui était difficile et on avait beaucoup moins de reconnaissance par les fans, on va dire, le monde vraiment fermé du sport automobile ou très petit du sport automobile, de l'endurance. Je pense qu'on avait la reconnaissance, mais en tout cas des fans de l'automobile et du sport auto en général, et des médias, beaucoup moins de reconnaissance. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de l'avoir. Enfin, je dirais par rapport à certains titres et certaines courses qu'on réussit à gagner en GT, je trouve que des fois, c'est malheureusement, on n'en parle pas assez et on n'a pas assez de reconnaissance en tant que pilote. Et là, en tout cas, cette année, ça a été le cas. J'ai eu vraiment beaucoup de soutien et de votes. Donc j'en suis très content, très fier. Mais voilà, on est en 2025 et voilà, c'est tout à refaire. Kevin, bon, champion du monde hypercar, comme tu le rappelais. La question est simple, est-ce que la saison écoulée est réussie sur un plan personnel d'abord, et ensuite sur un plan peut-être plus collectif sur lequel on va revenir par la suite? Est-ce que tu la considères comme réussie à 100%? Un réussi, oui. À 100%, non. Quand on s'engage en WEC, le but, c'est souvent d'abord les 24 heures du Mans et ensuite le championnat. Et aux 24 heures du Mans, on a fait quatrième. Donc c'est loin d'être un 100%. Mais on a gagné le championnat du monde, ce qui est un très, très, très beau lot de consolation. Je dirais, c'est peut-être un petit peu plus que ça maintenant. C'était le cas, je pense. C'était un lot de consolation, peut-être ces dernières 4, 5, 6 années. Mais à partir de l'année dernière, déjà, je pense qu'il a commencé à prendre encore plus de valeur et cette année encore plus. Donc, non, c'est une très belle saison, mais loin d'être à 100%, parce qu'il nous en manquait au Mans et qu'on n'a pas pu gagner cette course. Et au niveau personnel, pardon, ouais. Et au niveau personnel, pour moi, personnellement, ça a été une super saison. Je pense que j'ai pas fait beaucoup d'erreurs et j'ai sûrement été, je sais pas, au top de ma forme ou j'en sais rien. En tout cas, je pense que j'ai fait le job. Bien sûr, des erreurs, on en fait un petit peu par-ci par-là, mais voilà, je pense que j'ai fait une très belle saison. J'avais juste une petite question par rapport à ça. Enfin, par rapport au Mans, bon, la caisse de résonance des 24 heures du Mans est importante. Et je pense qu'il y a quand même, même si vous avez fait quatrième, vous terminez au pied du podium, il y a quand même cette pole position dont tout le monde se souvient. Et je pense que si pour toi, ça doit être cette hyper pole, ça doit être quelque chose aussi et c'est quelque chose de spécial. Ouais, c'est très spécial. C'était un peu inattendu. Je pense qu'on s'attendait pas à faire la pole, honnêtement. On s'attendait à être bien, mais pas à faire la pole. Et je pense pas qu'on avait sur le week-end la meilleure voiture. Mais en tout cas, sur cette séance-là, sur ce tour-là, je suis arrivé à tirer le maximum, je pense, de la voiture et certains n'ont pas réussi à le faire. Voilà, on avait pas le setup pour ou la pression voilà, il y a plein de choses qui font que sur un tour au Mans. Mais en tout cas, pour moi, ça a marché. Et oui, point de vue personnel, c'est sûr que c'est l'un des points forts de la saison et sûrement l'un des meilleurs, voire le meilleur tour de ma carrière, je dirais. Donc non, ouais, j'en suis très fier et c'est
et par rapport aux fans aussi, c'est ça, je pense, qui m'a valu beaucoup de reconnaissance en plus du titre de champion du monde. Et ça reste quelque chose de toujours quand même d'important de partir en pôle, même sur une course d'endurance de 24 heures. De 24 heures, il faut quand même être à 110% durant l'hyperpole, ou est-ce qu'il faut être à aller 80, 98? Je pense qu'il faudrait être à 98, mais quand tu es dans la voiture, c'est difficile de. Je pense que j'étais plutôt au-dessus de 100, qui me correspond, on va dire, je dirais. Non, c'est important, bien sûr. Tout le monde veut faire la pole, mais c'est pas ça qui va nous faire gagner la course. Mais ça nous met dans le bon peloton, ça enlève un petit peu de risque peut-être au départ, et mentalement, c'est bien pour tout le team, pour tous les fans, pour tout le monde et pour celui qui roule. Donc, en l'occurrence, moi, cette année, c'est aussi important pour une carrière. Ça peut faire changer des choses des fois, même si en endurance, les qualifs sont jamais très, très, très importantes, ou en tout cas, on n'y accorde pas une importance extraordinaire dans les médias ou en interne. Celle du Mans, s'il y en a une à faire, c'est celle-là. Et en l'occurrence, cette année, j'ai trouvé ça avait, enfin, en tout cas, d'en faire partie et d'avoir toute cette cérémonie sur la ligne des stands et voilà, ce trophée, etc. C'est quelque chose d'assez extraordinaire pour un pilote, surtout devant le public français. Pour moi, ouais, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. C'était déterminé depuis longtemps, depuis que ce soit toi qui fasses l'hyperpole? Je pense on a déterminé ça l'année dernière, en tout cas, que j'allais faire les qualifs, enfin en 2023 et en 2024 avec les nouveaux ingénieurs qu'on a eus. On a gardé donc les mêmes pilotes, André, Lorenz et moi, de 2023-2024, et on a eu la discussion et je pense qu'on c'était comme un accord. Voilà, on a gardé cet ordre pour le départ et on a gardé aussi même en tant que pilote de qualif, et on ne voulait pas le changer pour Le Mans, même si on n'a pas discuté de ça, mais moi, en tout cas, j'y ai pensé à un moment au début de saison, parce que l'année dernière, en 2023, Lorenz était quand même au-dessus de nous deux, André et moi-même au Mans. Mais mon début de saison a été bon jusque là en 2024, et du coup, j'en ai même pas parlé parce que je me suis dit, bon, allez, je vais y arriver, ça va le faire. Mais en tout cas, moi, ça m'a effleuré l'esprit d'en parler et de se dire, bon, est-ce qu'au Mans, on ferait pas une exception et on mettrait pas Lorenz dedans? Et en plus, il y a l'histoire du poids. Je suis dans les pilotes lourds, on va dire, donc c'est pas trop un avantage de m'avoir pour la qualif. Kevin, je rebondis sur 2025 déjà. Les qualifs et l'hyperpole, il y aura un nouveau format. Qu'est-ce que tu en penses rapidement de ce nouveau format, avec notamment la division qu'on appelle H1, H2? C'est bien, je trouve, parce que même si on n'a que des LMP2 et des hypercars en piste, on l'a vu cette année, on est quand même gêné. Et au final, si on veut rendre les qualifs si importantes et si on veut faire une cérémonie, donner un point et avoir voilà un espèce d'engouement autour des qualifs, il faut qu'on ait un tour clair. Et cette année, ça a été clairement vraiment, vraiment très difficile. J'en ai pas eu un jusqu'à mon dernier tour, et même mon dernier tour, au final, je double une P2 dans l'entrée d'Indianapolis, qui m'a donné une aspi dans la ligne droite. Donc, je pense qu'au final, j'étais pas perdant, pas forcément gagnant, mais pas perdant. Mais pour moi, c'est bien d'un moment voilà, d'être seul en piste, et on n'a pas besoin de beaucoup de tours. Au Mans, on arrive à faire chauffer les gommes assez rapidement. Bien sûr, il y a l'histoire des drapeaux rouges, mais on n'a pas besoin de 30 minutes, quoi. Voilà, on peut le faire en 10-12 minutes et peut-être 12 minutes, essayer de faire 3 tours et puis voilà. Petite question, tu parlais du poids. Est-ce qu'on sait que le poids, c'est un sujet, le poids des pilotes et tout? Quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait évoluer, en fait, qu'il y ait une compensation en fonction du poids moyen, un petit peu comme on a en GT3? Ouais, je sais il y a beaucoup de discussions là-dessus. Je sais pas si les décisions ont été prises et si le règlement est vraiment définitif, mais en tout cas, pour l'instant, les rumeurs sont qu'il va y avoir un poids moyen, et peut-être pour la course par rapport aux 3 pilotes, un peu comme c'était le cas, je pense, en LMP2 à l'époque, euh, en LMP1, pardon. Et je pense, et apparemment, il risquerait d'y avoir quelque chose aussi pour les qualifs, pour que tout le monde soit au même point en qualif. Donc ça serait bien. Je pense pour l'équité, c'est quand même sympa parce que voilà, on n'est pas au centième, au dixième, et au Mans 10 kilos, c'est 3 dixièmes et demi. Donc ça fait vite, ça nous fait vite reculer sur la grille, et c'est pas très fair play. Donc voilà, mais bon, c'est le jeu. On verra ce que le règlement
ce que le règlement dit pour 2025. Et pour conclure sur Le Mans 2024, Kevin, pour toi, c'est quoi? C'est une occasion manquée cette année? C'est juste partie remise? Tu penses que vous avez manqué vraiment le coche là ou en fait c'est entre guillemets un accident de parcours? Non, c'est pas un accident de parcours parce que pour moi, on a vraiment fait une très très belle course. On a fait une erreur en début de course sur les pneus, sur le choix des pneus. On a mis des pluies alors qu'il fallait rester en slick. André avait senti le coup, il voulait pas rentrer, il voulait rester en slick et la personne qui fait la météo chez nous était persuadée qu'il allait pleuvoir assez fort pour avoir à mettre les slicks et on a pris cette décision-là. On a perdu 2 minutes et demie, je crois, et on est revenu au safety car d'après. Et ça, c'était au bout de 3-4 heures de course. Et à partir de ce moment-là, pour moi, on n'a pas fait une erreur. Et on fait une bien meilleure course que beaucoup de voitures qui sont, beaucoup de voitures qui sont devant nous. À peu près, je pense, toutes les voitures qui sont devant nous, à part peut-être la 8 qui fait une belle course. Mais il nous manquait de la perfo. Donc, c'est une occasion manquée parce qu'on n'a pas eu de problème technique et qu'on fait une belle course. Et d'avoir ces deux choses-là au Mans, c'est pas facile. C'est pas facile à faire tous les ans. Mais il nous manquait de la perfo et cette année, ça s'est joué sur la perfo. Kevin, on parlait beaucoup, notamment Thibaut dans ses différentes analyses sur le site, parlait beaucoup aussi des progrès réalisés par Porsche Penske dans l'exploitation de la voiture. Est-ce que tu confirmes ça déjà de 1 et de 2, comment ça s'est matérialisé pour toi aussi, les progrès de l'équipe dans la gestion de la voiture? À tous les niveaux l'année dernière, en 2024 par rapport à 2023, on a été meilleur, on va dire, en exploitation et en setup. On est arrivé à régler la voiture d'une façon différente par rapport à 2023 et arriver à en extraire plus de performance. On avait peur, honnêtement, en débutant la saison, parce que, enfin moi en tout cas, j'avais peur parce que j'ai perdu 2 ingés que je connaissais très très bien, qui étaient déjà avec moi chez Manthey pendant 6 ou 7 ans avec la RSR, Adam et Maxime, qui sont partis à la concurrence. Et je me suis dit, oula, on perd 2 bons, est-ce qu'on va récupérer 2 bons? Et au final, on a récupéré deux ingés extraordinaires, un français, Jean-Philippe, et Alex, qui est grec. Et l'ingé perfo, Alex, est vraiment, vraiment très, très, très fort. Et je pense qu'il est en grande partie, c'est grâce à lui qu'on a réussi à faire ces grosses évolutions en termes de setup et ce gain de performance, en tout cas en WEC. Et après, en termes d'opération, les gars, l'année dernière, en 2023, avaient vraiment la tête sous l'eau, les mécanos, les ingés, tout le monde, arriver à monter ce team de Porsche Penske, arriver à travailler tous ensemble, arriver à construire l'atelier, les équipements, etc. Ça a été compliqué en 2023 et 2024. C'était tout en place. On avait une voiture pour faire des essais de pit stop à Mannheim. Les gars se sont entraînés tout l'hiver pendant la saison et on a été très solide, je pense. Enfin, les gars, surtout sur notre voiture, sur la 6, ont été très solides tout au long de la saison. N'ont pas fait d'erreur et on a toujours été dans les 3, ce qui nous fait gagner des courses et gagner des places au pit stop. Et sur tout le reste aussi, le management a été meilleur. Les chefs mécanos, les ingés, on n'a pas eu un problème de fiabilité sur notre voiture, ce qui est quand même exceptionnel sur le nombre d'heures qu'on fait sur une saison de WEC. Donc tout le monde à Weissach, à Mannheim, tout le monde a été meilleur et voilà, ça s'est vu de suite au Qatar en termes de perfo et de résultats et on est arrivé à tenir ce niveau toute la saison, ce qui est assez exceptionnel pour un team qui au final a que 2 ans d'expérience. Et ça s'est ressenti dans la voiture tout de suite au Qatar. Honnêtement, on a eu une balance une balance de la voiture qui était top. Après des essais difficiles, fin de 2023 au Qatar, les gars ont super bien travaillé. On a compris quelque chose que certains n'ont pas compris, je pense, sur le setup et sur la gestion des pneus et des différents types de gommes. Et on est arrivé au Qatar, on était prêt et voilà, la voiture était mieux, avait moins de changements de balance dans un virage, était plus facile à piloter, moins de blocage de roues. Et voilà, et après on conduit mieux aussi en tant que pilote quand la voiture est plus facile. Donc voilà, je pense qu'on a tous très bien conduit cette année parce que aussi la voiture était plus facile et l'année dernière c'était vraiment facile en 2023, c'était vraiment facile de faire des erreurs en étant à la limite. Cette année, on arrivait à être à la limite sans faire d'erreur. Et au niveau équipage, à 3, votre trio, il a aussi progressé en termes d'osmose, en termes de cohésion, et ça s'est ressenti aussi derrière le volant?
Ouais, bien sûr, ça a tout de suite très bien marché en 2023 entre André Lorenz et moi. Mais voilà, on se connaissait mieux. Un an dans les pattes, voilà, ça fait du bien à tout le monde. On est arrivé à connaître, enfin, on va dire, à reconnaître le style de pilotage de chacun, à arriver à quand un pilote expliquait quelque chose en débrief, euh, que ce soit Lorenz ou André, on arrivait à le retranscrire, on va dire, par rapport à notre pilotage à nous et peut-être rajouter quelque chose en sachant que lui, il va le ressentir ça un tout petit peu différemment, etc. Et on était très complémentaires. Et on est arrivé à être très complémentaires en 2024. Et voilà, il en fallait un pour attaquer peut-être sur un tour, et c'était plus ou moins moi en qualif. Un qui sauvait l'essence et qui était fort en début de course, ça a été Lorenz. Et André qui était là pour faire le sale boulot très souvent, malheureusement pour lui. Mais ça nous a gagné des courses. Il prenait mes pneus qualif, il avait des pneus tendres. Alors, quand on va dire qu'on était limite entre les pneus tendres et médium, par exemple, on mettait André dedans parce qu'il était un petit peu plus, on va dire, gentil avec les pneus que Lorenz et moi. Et du coup, bah voilà, il arrivait à les faire tenir alors que nous, on n'y arrivait pas. Et ça a été une force pour nous cette année. Donc ouais, l'osmose a été meilleure, mais elle était bonne déjà en 2023. La dernière question, Kevin, par rapport à 2024, c'est le coup manqué peut-être au Nürburgring, aux 24 heures. Bon, on connaît les circonstances. C'est le choix de la direction de course, il était logique pour toi au vu au vu des conditions météo. Pour moi, le drapeau rouge, la sortie du drapeau rouge était logique Ouais. parce que bah, c'est Ryan Chan qui roulait à ce moment-là, mais je voyais déjà de la pit lane qu'on commençait à plus rien y voir et c'est dangereux. Quand on n'arrive pas à voir le commissaire devant nous, c'est dangereux. S'il y a un tête à queue, un mec qui est au milieu de la piste et que tu le vois pas et que tu le rentres dedans à 250, voilà. Donc pour moi, le moment du drapeau rouge, il est arrivé, enfin ils l'ont mis au bon moment. Par contre, euh, de nous faire repartir des rails safety car pendant 1 heure pour après, qui était, je pense, la bonne solution, pour après mettre le drapeau d'arrivée 1 heure avant la fin, ça pour moi, c'était pas bon. Pour moi, ils auraient dû. Enfin, je sais pas, il y a eu peut-être une histoire d'hélicoptère, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à faire décoller l'hélicoptère, mais en tout cas, en tant que pilote, il y avait 3-4 virages qui étaient compliqués, où il y avait un peu trop de brouillard encore. Ils pouvaient mettre un code 60 à ce moment-là et on pouvait rouler ou quitte à nous faire rouler des halts safety car, dans ce cas-là, nous faire rouler pendant 2 heures et attendre, parce qu'au final, ils ont mis le drapeau à damier 1 heure à l'avance, et 15 minutes après, ça s'est découvert. On aurait pu avoir 3-4 tours de course, Ok. ce qui aurait été une belle finale. Donc on finit deuxième, bon, c'est comme ça. On va parler de 2025, Kevin, pour ce numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, avec, on rappelle, Kevin Estre en invité spécial de ce premier numéro 2025. Kevin, 2025, il y a un peu de changement dans le clan Porsche, puisque si tu continues à piloter avec Lorenz Vanthoor, André Lotterer est allé voir à la concurrence, et vous aurez en troisième pilote Matt Campbell. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses selon toi, à tout point de vue déjà c'est peut-être la première évidence pour nos auditeurs, c'est une question de réglage. Est-ce que tu penses que ça va vraiment fondamentalement changer la donne? Ça va pas fondamentalement changer la donne, mais ça va la changer parce que, comme je l'expliquais avant, avec André, André et Lorenz, on se connaissait, on arrivait exactement à savoir ce que l'autre ressentait quand il expliquait quelque chose, et, euh, et on arrivait à savoir comment il pilotait, quelle voiture. Quand nous on roule et qu'on développe le setup, quand moi par exemple je roule et je développe le setup, je sais que ça va plaire à André ou pas. Avec Matt, il va falloir apprendre ça. Bien sûr, je connais Matt depuis longtemps, mais j'ai jamais roulé avec lui dans la même voiture. Mais son style de pilotage est assez différent du mien et celui de Lorenz. Donc, il va falloir s'adapter un petit peu. Il va falloir sûrement au début faire 2-3 compromis sur le setup, sur le style de pilotage pour que ça plaise à tout le monde. Et ensuite, on va dire qu'on grandit ensemble, on se développe ensemble. Ensuite, il va falloir que tout le monde soit ouvert et que voilà, Matt peut-être vienne un peu vers nous en termes de style de pilotage, que nous on aille vers Matt et voilà, essayer d'en tirer le maximum. Matt, c'est un très très bon pilote. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sa pointe de vitesse, je pense il n'y a pas besoin de. Enfin,
Ouais, il Il n'y n'y a a pas rien à besoin dire. il y a rien à dire, bien sûr, et il a rien à prouver. Mais l'endurance, c'est le fait d'avoir deux, trois pilotes qui roulent à peu près pareil et arriver à faire moins de compromis possible sur la voiture. Donc voilà, on verra, mais c'est sûr que c'est un petit challenge, surtout de début de saison. Et est-ce que le fait de rouler avec lui, toi, à Daytona, ça va aussi vous aider dans un sens à Ouais, ouais, c'est sûr. vous apprivoiser entre gros guillemets. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça, je pense que Porsche Penske a décidé de faire ça. Après, Lorenz roule sur l'autre voiture parce que voilà, Mathieu et Matt roulent ensemble. Donc Lorenz voilà, roule sur la voiture avec Nick et Felipe. Mais en tout cas, pour moi, ça va être bien. Je vais apprendre à travailler avec Matt sur la même voiture en conditions de course parce que c'est différent des essais qu'on a pu faire ou on a pu partager la voiture jusqu'à maintenant. Donc non, non, c'est super. Pour ça, je suis content qu'on ait cette course de Daytona avant. On a déjà eu un petit peu les essais officiels, enfin les essais BOP de novembre. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à s'apprivoiser et à apprendre l'un de l'autre le plus vite possible. Et 2025, du coup, c'est un peu tout pour les 24 heures du Mans, maintenant que le titre mondial est dans la poche. Exactement. C'était déjà un peu comme ça l'année dernière, mais là, je pense qu'on en a encore plus. C'est ce qui nous manque. Enfin, Porsche, on a déjà beaucoup, mais en tout cas, moi, j'en ai pas encore. Matt non plus et Lorenz non plus. Donc voilà. Euh, il va falloir que ce soit pour cette année-là. Ouais, et puis je pense que ton patron américain la cherche aussi parce que elle doit lui Exactement. démanger un peu. Je l'ai vu dans ses yeux déjà après la pole, honnêtement. Je l'ai vu dans ses yeux la joie et la détermination encore plus que. Il parle du Mans, il parle que de victoire et je pense que tout le monde le sait, c'est pas un secret que c'est son objectif et c'est ce qui lui manque dans sa carrière. Mais voilà, quand je suis sorti de la voiture et qui m'a félicité après cette qualif, j'ai senti il avait vraiment une étincelle dans les yeux et je pense que pour lui, c'était un signe, cette pole, le signe, OK, on est dans le match, on va pouvoir gagner cette course. C'est un moment assez particulier pour moi et malheureusement, il y en a manqué un peu, mais c'est sûr que il va pas falloir attendre trop longtemps. Et Kevin, les 24 heures du Mans, c'est dans un triptyque cette année, hein. Il y a Spa et avec Spa et le Nürburgring, un enchaînement assez costaud en termes de calendrier. Alors certes, ça devrait être que pour une année, hein, parce qu'après les calendriers devraient s'étaler un peu plus. Mais dans beaucoup de sports, on parle des cadences, hein, qui deviennent un peu conséquentes dans beaucoup de sports, hein, des sportifs qui montent au créneau. Est-ce que tu penses que dans le sport auto, on en arrive à des cadences compliquées à gérer pour les équipes ou les pilotes? Ou on en est encore loin? Non, je pense qu'on n'est pas comme au foot ou comme en F1, où là, je pense que c'est vraiment des cadences de fou, ou même la NASCAR, par exemple. Mais ça reste de l'endurance et on se prépare pas à une course d'endurance comme on se prépare à une course sprint ou à un match de foot, je pense. Et du coup, ça rend les choses quand même vraiment difficiles. Après, la difficulté, c'est que là, on parle d'une course du WEC, on parle d'une course du GT World Challenge, enfin, ou de l'Intercontinental GT, et on parle une course au Nürburgring, et c'est trois championnats différents, c'est trois organisateurs différents, et voilà, et c'est difficile de, de trouver une date qui plaît à tout le monde pour ces grandes courses-là. On veut pas être en même temps que la F1, on veut pas, voilà. Donc pour moi, je pense que personne cherche à faire des clashs ou à mettre toutes les courses les unes à la suite des autres, Bien sûr. mais c'est pas facile et il y a de plus en plus de championnats, de plus en plus de championnats importants. Les organisateurs n'ont pas la tâche facile, mais cette année, avoir trois courses de 24 heures à la suite, c'est très 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 costaud. Je sais pas si je ferai les trois. C'est ce que j'allais te J'espère. demander. Est-ce que tu sais déjà si tu allais faire les trois? Non, je sais pas. J'espère en faire deux. Enfin, j'espère en faire deux. J'en fais une, c'est sûr. J'espère faire, on va dire, s'il faut que j'en choisisse une autre, ça sera le Nürburgring parce que c'est vraiment ma course de cœur. On va dire juste après les 24 heures du Mans. Et Spa, on verra si je le fais. Faut que ça soit dans de bonnes conditions. Ça l'a pas été cette année. En tout cas, ça m'a un peu refroidi, on va dire, pour cette Ouais. course. Bon, t'as l'avantage de les Euh, avoir gagnés en GT toutes les trois, donc t'as peut-être moins aussi d'envie absolue de la disputer pour la gagner, quoi. oui, exactement. Mais quand même, voilà, ça fait un petit moment maintenant. Et voilà. Et puis, il y a plein de jeunes pilotes chez nous qui rêvent de gagner ces courses, qui l'ont pas encore fait, qui sont
capable de le faire. Donc c'est aussi au management de prendre les décisions quand il faut, de savoir quand est-ce qu'on met quel pilote où. Mais c'est sûr que le mois de juin, en ayant les tests, la pesée, les tests officiels les 24 heures et ça fait 4 week-ends à la suite au final. Donc ça fait un peu, ouais. C'est costaud. Pour revenir sur les cadences, on sait qu'il y a eu des discussions pour le fait en WEC d'avoir des équipages à 2 ou à 3. Est-ce que toi, tu as un avis sur le sujet? Est-ce que 2, c'est plutôt pas mal sur les courses de 6 heures et 3 sur les autres courses? Alors 3 sur les courses longues, c'est indispensable. Je pense à partir de 8 heures. Sur les courses de 6 heures, on verra cette année. Je pense que ça n'a pas été encore communiqué, mais pour nous, on a fait notre choix en interne de savoir quand est-ce que Matt viendra avec nous ou pas. Il y a déjà une course où il peut pas, c'est Spa, parce qu'il y a un clash avec Laguna Seca. Mais il y a certaines courses de 6 heures qui sont très difficiles. Je pense à Austin, par exemple, quand on voit dans l'état dans lequel certains pilotes sont sortis et physiquement, c'est pas facile, mentalement et aussi en termes de stratégie. Parce que laisser un pilote pendant 2 heures dans une voiture quand il fait très chaud et le remettre 2 heures après sur un circuit comme Austin, c'est pas facile. Du coup, les teams sont un peu poussés à faire des simples relais, ce qui fait que le deuxième pilote va prendre les pneus du premier quand on fait des doubles relais sur les pneus, et ça, c'est pas optimal. Donc, pour moi, il y a certaines courses de 6 heures qui sont faisables à 2. C'est pas un avantage pendant la course, c'est un avantage pendant les essais, parce qu'on n'a que 4 heures d'essai en WEC, avec 3 trains de pneus. Des fois, il faut choisir on a 2 types de pneus pendant les essais, on peut choisir. Donc des fois, on roule avec des très mauvais pneus en ayant 3 pilotes. C'est difficile de trouver le bon run plan. Donc à 2, c'est plus facile, mais pendant la course, c'est pas un avantage. Mais voilà, ça a été le choix de Porsche cette année. On va essayer de faire au mieux, mais en tout cas, nous, on a choisi de faire certaines courses de 6 heures à 3 pilotes. Et la dernière question, Kevin, pour ce premier numéro de notre podcast Track Limit by Minerva Oil. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Kevin Estre? C'est une question difficile. Maintenant, je suis dans cette catégorie. Je suis champion du monde. J'ai gagné quelques courses en WEC. J'ai gagné de grandes courses en endurance. Et il me manque les 24 heures du Mans, ça c'est clair. Donc bien sûr que si ma carrière devait s'arrêter demain, j'aurais un petit regret là-dessus. Et les 24 heures de Daytona, bien sûr que les 24 heures du Mans, on va dire que ça me comblerait. Et s'il me manque que les 24 heures de Daytona, bon, ça sera pas très grave. Je viendrai pas remettre le casque si je le raccroche juste pour cette course-là. Mais on va dire que je suis très satisfait de la carrière que j'ai réussi à faire et à avoir jusqu'à aujourd'hui. Je suis conscient d'être l'un des privilégiés, de rouler avec une marque que j'adore, avec des coéquipiers avec qui je m'entends bien. J'ai gagné de grandes courses dans l'endurance et je me fais plaisir et je vis de ma passion. Donc voilà, j'ai pas de regrets à ce niveau-là, mais en termes de victoire, tu l'as dit auparavant, j'ai gagné le Nürburgring, j'ai gagné Spa au général, j'ai gagné Le Mans en GT, qui était une année difficile, et pour moi, on va dire, j'en suis très fier de cette victoire au Mans, mais c'est pas au général, et voilà. Donc il me manque ça. Et j'ai encore une petite question. Bon, maintenant tu roules dans la catégorie Rennes en hypercar. Est-ce que c'est toujours aussi plaisant après de switcher, de repasser en GT? Oui, ça l'est. Honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à rouler en GT. Ça fait du bien aussi des fois de rouler avec une voiture plus simple. Il n'y a pas de système hybride, il n'y a pas de brake-by-wire, il n'y a pas un manuel de 50 pages pour le volant. Ça fait juste peut-être 28 pages. Ce qui est déjà pas mal. Il y a le porte-à-faux arrière, il y a la position de conduite qui est différente, et c'est un peu retour aux racines. C'est là où j'ai débuté. Je prends beaucoup de plaisir à rouler. Au Nürburgring, plus particulièrement, je pense que pour moi, un tour au Nürburgring en GT, avec une bonne voiture, des bons pneus, c'est pas très très loin d'un tour au Mans en hypercar. C'est un peu moins bien, mais pas très très loin. Le problème, c'est qu'en sortant d'un week-end du Nürburgring, il y a autant de moments où tu as envie de rentrer au stand et d'envoyer tout balader que de moments où tu te fais plaisir. Mais voilà, les bons moments te font oublier les mauvais moments. Ouais. Mais voilà, même Spa, c'est une course très difficile. Euh,
c'est très sympa à rouler en GT. Après, chaque championnat a ses challenges. Les pneus font beaucoup, honnêtement. Donc, au Nürburgring, on a des pneus qui sont très, très performants. Quand ils sont dans la bonne fenêtre, ils marchent très bien. Et ça rappelle la RSR. Après, quand on roule à Spa, c'est des pneus clients. Tout le monde a les mêmes. Ils roulent sur tous les continents, par tous les temps. Et Pirelli fait un bon job pour développer ces pneus-là, ces pneus clients, mais voilà, c'est pas au niveau de la RSR de l'époque. Donc c'est le petit bémol, je dirais, quand on roule à Spa. Mais il y a un niveau extraordinaire sur ces courses de GT. Et voilà, et je pense que, en tout cas, les pilotes de GT, ils l'ont prouvé ces 2-3 dernières années en hypercar. Quand ils passent dans la catégorie Rennes, on est là, on est perfo. Donc voilà. Ceux qui sont en GT ont le niveau. Les gens qui se battent pour la victoire au général sur ces courses de GT font partie des meilleurs pilotes au monde. Et voilà, donc c'est bien de revenir et se battre avec eux de temps en temps, avec des spécialistes du GT. Kevin, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions pour ce premier numéro de notre podcast Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. On va vous proposer tout au long de la saison des formats un petit peu différents. On a voulu ouvrir le bal 2025 avec Kevin après sa superbe saison 2024 et le vote que vous lui avez attribué de pilote de l'année et de pilote français de l'année. Kevin, il nous reste à te souhaiter une bonne saison et tu reverras rapidement Laurent et accompagné de Thibaut aux 24 heures de Daytona puisque ça sera ta première grosse épreuve du calendrier 2025. Laurent et Kevin, il me reste à vous remercier et on se donne à vous, auditeurs et lecteurs d'Endurance Info, rendez-vous prochainement dans un nouveau numéro de Track Limit. Merci Kevin. Merci à vous.